Très bien. Alors, merci encore pour cette invitation. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'enseignement entre formation et sélection. C'est une série de travaux que nous avons menés ces dernières années, qui nous ont beaucoup occupés et qui posent deux questions qui nous paraissent importantes. Quelle est la fonction de l'école et quelle est la fonction des enseignantes? Alors, vous allez me dire, bon, dans une conférence sur l'innovation en éducation, c'est pas des questions très innovantes, et je vais essayer de vous convaincre dans le temps qui m'est imparti que parfois l'innovation se fait aussi en reprenant à la base des questions fondamentales. Alors, le plan de la présentation est le suivant. Je vais vous parler des fonctions de l'école, formation et sélection. Je vais vous montrer quel est le lien entre la fonction de sélection et la menace, en particulier dans l'évaluation. Nous allons ensuite parler plus spécifiquement des fonctions des enseignantes et des enseignants et de l'enseignement comme forme d'influence sociale, parce que si on a comme objectif de pouvoir influencer les élèves, les étudiantes et les étudiants, mais aussi le système éducatif, eh bien, il faut se poser la question de quelle est la forme d'influence sociale qu'on veut exercer. Bien. Commençons par la fonction de formation. La fonction de formation, c'est la fonction la plus évidente, la plus publicisée, celle qui vient à l'esprit le plus rapidement de toutes les fonctions de l'éducation. Donc la fonction qui consiste à transmettre de la connaissance, à transmettre des valeurs, ça c'est des fonctions tout à fait classiques, qui consiste à aider à apprendre. C'est une fonction qui est venue un peu plus tard, d'aider à développer des compétences, ça aussi c'est venu un peu plus tard, d'aider à développer des compétences sociales, c'est plus récent. Mais donc, c'est des choses qui sont relativement connues, relativement évidentes et relativement consensuelles. La raison pour laquelle je vous ai dit que ces fonctions sont devenues évidentes et publicisées avec le temps, c'est que, il y a une dimension historique dans l'éducation. Alors, je ne suis pas historien de l'éducation, mais l'éducation moderne est fortement liée aux politiques publiques de l'État et aux demandes de l'économie. Et donc, il faut comprendre les fonctions de l'éducation aussi en fonction de ces demandes publiques et privées. Par exemple, il y a un livre très intéressant de Green qui explique qu'à partir du 19e siècle, je le cite, le système éducatif s'est retrouvé à assumer la responsabilité du développement moral, culturel et politique de la nation, avec l'idée que la nation est un ensemble uniforme qu'il faut constituer à travers le système éducatif. On le voit d'autant plus avec l'avènement de l'éducation généralisée, donc le lien fort avec le développement des États-nations. Il y a une étude très intéressante de Meyer et mes collaborateurs euh, qui porte sur des données euh, à travers pratiquement un siècle, de 1870 à 1880, sur 120 pays, donc des données sur les inscriptions, dans lesquelles on voit que l'éducation de masse s'est répandue autour du monde avec la diffusion du système occidental, qu'ils définissent comme les principes conjoints de la citoyenneté nationale et de l'autorité de l'État. Donc on voit bien que cette fonction de formation n'est pas une fonction de formation qui se limite à transmettre des contenus, mais que ces contenus sont localement, nationalement, historiquement situés.
Maintenant, si on passe à la fonction de sélection, eh bien, c'est aussi une fonction tout à fait connue, tout à fait reconnue, qu'on met peut-être un peu moins en avant. Euh, et alors, je vais partir d'une définition qui a été donnée il y a bien des années par Rao, qui était un économiste, mais peut-être grâce au fait qu'il était économiste et disait les choses de façon plus brutale, plus cynique, disait que l'éducation, et parlait de l'éducation supérieure, mais c'est quelque chose qui peut s'appliquer aussi au degré précédent, il disait l'éducation sert comme un outil de tri, dans la mesure où elle différencie et classe les individus qui ont des capacités différentes, transmettant par là des informations, des notifications au monde du travail. Bon, ça a le mérite d'être clair. Donc la fonction de sélection, c'est la fonction qui consiste à envoyer les élèves, les étudiantes et les étudiants vers les postes qu'ils et elles ont mérités. Et en effet, le mérite est très rapidement, dans les systèmes éducatifs modernes, devenu un principe fondateur de cette fonction de sélection. Alors à la base, la méritocratie est un principe de justice. C'est le principe de justice qui consiste à récompenser ou valoriser un individu en fonction de ses accomplissements. Ça date des révolutions américaines et françaises. Mais c'est devenu aussi un outil d'organisation de la réussite scolaire. Marie Durubella écrivait il y a quelques années que la place que l'on occupe doit dépendre, excusez-moi, non plus des facteurs hérités, donc de la famille dans laquelle on est, de la noblesse à laquelle on appartient, mais des ressources propres, acquises et mobilisées par un individu lui-même. Voilà. Le mérite en devient le grand ordonnateur. Donc le mérite, c'est-à-dire la motivation, les capacités qui sont démontrées par un individu, deviennent le principe pour recevoir des récompenses qui peuvent être des notes, qui peuvent être la promotion, qui peuvent être des diplômes, qui peuvent être des prix. Et donc, la sélection dans l'éducation va suivre l'idéal méritocratique. La sélection est basée donc sur le mérite, qui consiste à différencier les élèves en fonction de leurs capacités et leurs efforts. Et pour cela, il faut un instrument. Il y en a deux qui sont très connus. L'un, c'est l'évaluation, principalement l'évaluation normative, c'est-à-dire l'évaluation qui permet de comparer les élèves les uns avec les autres, les unes avec les autres. Et puis l'orientation, alors en Suisse on connaît bien ça parce que nous avons l'orientation précoce, la sélection précoce en filière, hein, qui permet d'envoyer les élèves vers des destins très différents en fonction de leurs résultats scolaires. Donc, évaluation et orientation sont fortement liés. Bien. Euh, Arrivé à ce point, j'aimerais vous présenter une étude que nous avons menée il y a quelques années, qui montre bien cette association qui est très importante pour moi, pour nous, entre fonction de sélection et évaluation normative. Parce on dit toujours, hein, que les notes sont le bras armé de la fonction de sélection, mais nous ne sommes pas les seuls à le dire. Les participantes et les participants le disent aussi. Et donc, il y avait une étude, alors ça paraît très compliqué, mais je vais vous montrer toutes les, tous les éléments de ce graphique. On posait la question
à un échantillon de participantes et de participants de l'importance, dans quelle mesure ils pensaient que l'école avait une fonction de sélection. Et, euh, et ces participants et participantes pensaient que l'école avait une fonction de sélection, en même temps qu'ils pensaient qu'ils donnaient du soutien à l'évaluation normative, donc l'évaluation par note, l'évaluation comparative. Et ceci à travers l'adhésion à des valeurs d'équité, donc des valeurs méritocratiques. Le fait que l'équité, c'est qu'on récompense les individus en fonction de leur mérite, en fonction de leurs résultats, en fonction de leurs efforts. Hein. Donc, plus on pense que l'école a une fonction de sélection, plus on pense, plus on adhère à des valeurs de mérite, plus on donne du soutien à l'évaluation normative, donc aux notes. Euh, il y a aussi un autre résultat, c'est que plus on pense que l'école a une fonction de sélection, euh, euh, pardon, moins on valorise l'égalité et le besoin. Donc ça, c'est deux autres grands principes de justice distributive. Hein, l'égalité, on donne la même chose à tout le monde. Le besoin, on donne plus à ceux qui ont besoin de plus. Donc, plus on pense que l'école a une fonction de sélection, moins on adhère au principe d'égalité et de besoin. Euh, et moins on donne du soutien à l'évaluation formative. Hein, donc, la fonction de sélection est aussi négativement liée à l'évaluation formative parce que l'évaluation formative consiste à donner un feedback individualisé en fonction du progrès de l'élève dans ses apprentissages. Donc c'est plutôt une évaluation intra-individuelle, une évaluation, une comparaison temporelle. On compare l'évolution de l'élève dans son parcours plutôt que de comparer les élèves entre eux comme dans l'évaluation normative. Donc pour résumer cette première partie, on peut représenter les fonctions de l'école de cette manière. Il y a d'un côté la fonction de sélection, il y a de l'autre côté la fonction de formation. Et puis cette fonction de sélection et cette fonction de formation peuvent être présentes à des proportions différentes. C'est pour ça qu'on a mis ces triangles décroissants. Hein, donc là, on pourrait avoir ici une école dans laquelle la fonction de sélection est très présente est prépondérante. Et puis la fonction de formation, elle est moins prépondérante. Et ici, un espace dans lequel, une école dans laquelle la fonction de formation est plus importante et puis la fonction de sélection moins importante. On peut imaginer aussi que ces fonctions sont présentes à des degrés différents, à des moments de l'année différents, ou à des stades de la formation différents. Hein. Par exemple, quand on approche les examens, bien, la fonction de sélection devient très saillante. Bien. Est-ce que c'est un problème? Si je restais au niveau descriptif, ce ne serait pas un problème. On peut décrire les espaces éducatifs de cette manière. C'est des fonctions qui sont tout à fait connues et tout à fait reconnues. La raison pour laquelle on s'en occupe, c'est que l'évaluation, en particulier l'évaluation normative, l'évaluation qui renvoie à cette fonction de sélection, peut menacer l'élève parce qu'elle peut impliquer une infériorité, puisque l'évaluation normative est comparative, donc on peut toujours avoir peur de se retrouver en position d'infériorité.
Elle évoque la sélection, donc la crainte d'être calé, la crainte de ne pas aller dans la filière qu'on souhaite, la crainte de ne pas être reconnu par ses parents, par exemple. Et puis l'exclusion. L'exclusion parce que on peut être exclu, bien sûr, du système scolaire ou ne pas être dans le système scolaire qu'on voudrait, mais exclu aussi à l'intérieur de la classe. On sait que si on est le cancre de la classe ou si on a une réputation scolaire négative, eh bien, il y a des conséquences aussi du point de vue social, de socialisation dans la classe. Et c'est vrai pour les élèves forts, faibles, mais aussi pour les élèves forts, parce que on n'est pas un élève fort de façon systématique. Et les élèves forts aussi ont des autres problèmes, c'est-à-dire des problèmes de permanence dans l'élite de la classe ou d'accès à des formations extrêmement prestigieuses. Donc cette menace, elle est toujours présente. Alors c'est une question, ce n'est pas seulement mon dada, hein, c'est une question que nous avons commencé à explorer il y a bien longtemps, hein. Ce livre, il commence à être daté, mais je le mentionne juste pour montrer que c'est un livre qui réunissait à l'époque, en 2010, un grand nombre de collègues en Suisse, en France, en Belgique, au Canada, qui se sont occupés de la question de la menace dans l'évaluation. Et je le disais tout à l'heure, l'évaluation, c'est pas seulement une note, c'est un instrument utilisé par une fonction scolaire et dans une école qui a une fonction sociale. Plus récemment, nous avons développé ce modèle avec mes collègues Wojtek Światowski et Benoît Dampnier, dans un article relativement récent. Nous avons développé ce modèle pour expliquer comment la compétition circule à l'intérieur du système éducatif. Et ça permet, en fait, c'est un modèle extrêmement simple qui rappelle de nouveau quelque chose qui est finalement assez banal, mais qui est fondamental pour comprendre pourquoi la compétition et la sélection restent des éléments très présents et très menaçants dans le système scolaire. Parce que le système scolaire est inséré dans un système social qui, dans les sociétés auxquelles on appartient, donc les sociétés occidentales, industrialisées, capitalistes, eh bien, c'est des sociétés dans lesquelles prédominent des idéologies et des valeurs compétitives. J'ai parlé de la méritocratie, mais on pourrait parler du néolibéralisme, de la croyance en un marché libre juste. Il y a des normes compétitives qui sont très présentes, le productivisme, l'employabilité. Et puis ces normes et ces idéologies ont un impact sur l'éducation. D'ailleurs, lorsque on regarde les systèmes éducatifs de ces pays, eh bien, on voit que des structures compétitives sont présentes. On voit l'évaluation normative, on en a déjà parlé. On voit les filières. Alors, il y a des pays où les filières commencent très tôt, il y a des pays où elles commencent plus tard. Mais enfin, il y a des systèmes de ségrégation scolaire qui existent à peu près dans tous les pays. Et puis, il y a donc ça, c'est des structures, mais il y a aussi des climats compétitifs qui sont véhiculés par les agents de ce système, c'est-à-dire par nous, par les enseignantes et les enseignants, où on peut avoir des climats de classe qui sont basés sur la réussite, sur la performance. On peut avoir des climats d'erreur où l'erreur n'est pas euh,
le début de l'apprentissage, comme il devrait l'être, mais un instrument qu'on utilise euh, pour évaluer les élèves et donc pour les sélectionner. Et évidemment, ces structures et ces climats ont un impact sur les élèves qui développent des valeurs, des buts, des comportements qui sont compétitifs. Et il y a des impacts sur l'apprentissage, sur la performance, sur l'accomplissement de ces élèves, sur les relations sociales. Et puis tout ça, quand les élèves commencent à participer à la société, deviennent des citoyens, eh bien, ils participent à la société à travers les mêmes valeurs, les mêmes normes qu'ils, elles, ont appris à l'école. Quand je disais tout à l'heure, l'utilisation de l'évaluation normative n'est pas anodine, n'est pas juste un instrument qu'on utilise depuis toujours et qui fait partie du système, c'est qu'il y a des effets des notes. Et je disais tout à l'heure, c'est un effet qui peut induire une certaine menace. Euh, alors, il y a des conséquences au niveau de l'élève dont je ne vais pas parler parce que j'en ai parlé souvent, et même probablement à des personnes qui sont dans ce groupe. Nous avons montré comment la présence de notes réduit la motivation intrinsèque, qui pourtant serait quelque chose qu'on aimerait développée, elle augmente les buts de performance évitement, qui sont des buts qui consistent à vouloir juste éviter d'échouer, vouloir juste passer à la raclette, comme on dit à l'école, mais qui sont des buts qui ont des effets néfastes sur l'apprentissage. Et donc aujourd'hui, j'aimerais passer rapidement sur quelques études qui sont plus au niveau collectif, montrer que l'évaluation, si elle est perçue comme normative, si elle est menaçante et elle réduit le partage de l'information, c'est une compétence sociale extrêmement importante si on veut pouvoir travailler en groupe et puis ensuite, plus tard, rentrer dans un monde du travail où on demande de travailler en équipe, on demande d'avoir des compétences sociales. Elle réduit aussi la performance de groupe. Et donc, je vais juste rapidement vous montrer une étude menée avec mes collègues Sophie Hayek, Claudia Thomas et Domenico Berlet il y a quelques années, sur le fait que l'attente des notes ou même le simple amorçage de notes réduit le partage d'informations importantes. C'était une étude où ça s'était fait avec des étudiantes et étudiants universitaires. Ils venaient au labo et puis on leur donnait une tâche dans laquelle ils travaillaient par groupe de trois et ils devaient résoudre un mystère, un accident de la route. Il fallait découvrir qui était le coupable de l'accident. Vous avez des informations communes qui étaient communes à tout le monde, puis des informations uniques que chaque membre du groupe avait et qu'il fallait partager pour pouvoir arriver à la solution de ce mystère. Et puis, ce qu'on regardait, c'était la proportion d'informations qui étaient partagées dans la discussion de groupe. Soit des informations communes, hein, avec le petit triangle, soit des informations uniques qui sont les informations vraiment importantes à partager, parce que c'est celles que les autres n'ont pas. Donc, si on veut travailler de façon véritablement collaborative, eh bien, on partage les informations euh, unique dont on est à disposition. Et puis, il y avait deux conditions expérimentales. Soit il y avait une note, alors il y avait plusieurs études, là je vous en présente juste une. Soit il y avait vraiment des notes, soit les notes elles étaient amorcées, soit il n'y avait pas de notes. Et alors quand on a regardé les résultats de cette étude, eh bien on voit que c'est ça surtout
qui nous intéresse. Si on va regarder les informations uniques, donc les informations qu'il faut partager, qui sont les plus importantes à partager, eh bien, on voit qu'elles sont moins partagées dans la condition où il y a une note, comparativement à la condition où il n'y a pas de note. Paradoxalement, ils partagent davantage les informations qui sont déjà partagées, donc tout à fait inutiles. Voilà. Je vais passer rapidement sur une autre étude qui montre à peu près la même chose, mais avec des enfants, pour arriver à la partie où on se pose la question de... Donc, on s'est posé la question de la fonction de l'école, et maintenant, on va se poser la question de la fonction des enseignantes et des enseignants. Et donc, on revient dans ces espaces pour voir que, eh bien, si on est dans un espace où la fonction de formation est la plus saillante, eh bien, on peut agir en tant que menteur, on peut s'occuper du progrès et de l'apprentissage des élèves. En revanche, si on est dans un espace où ce qui est important, c'est la fonction de sélection, eh bien, on sera plutôt des filtres, c'est-à-dire des agents du système qui sont attentifs à la performance, non pas à l'apprentissage, mais à la performance des élèves et qui donc utiliseront des systèmes d'évaluation normative pour pouvoir leur donner le feedback, la récompense qu'ils ou elles ont méritée. Une étude rapide dans laquelle nous avons demandé à des évaluateurs, des évaluatrices, d'évaluer une dictée. On leur disait, voilà, c'est une dictée d'un élève, c'est pas le vôtre. Il faut trouver le nombre d'erreurs. Et puis après, vous mettrez une note, on disait ça à la moitié des évaluateurs, évaluatrices, ou vous mettrez un commentaire formatif. Donc, on manipule expérimentalement soit l'évaluation normative, soit l'évaluation formative. Et puis on leur disait, voilà, comme ce n'est pas votre élève, eh bien, on va vous donner quelques informations. On vous donne la fiche de l'élève, il y avait le nom, le prénom, alors tout ça c'était fictif. Et puis il y avait la profession des parents, qui renvoyait un élève de classe sociale défavorisée versus un élève de classe sociale favorisée. Hein. Classe sociale défavorisée en orange, classe sociale favorisée en bleu. Alors qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que lorsqu'on doit donner une évaluation formative, eh bien, il n'y a pas de différence entre les deux élèves. On trouve le même nombre de fautes. Et en revanche, lorsqu'on dit aux évaluatrices, aux évaluateurs, il faut utiliser les notes, eh bien, on trouve plus d'erreurs dans la copie de l'élève de classe sociale défavorisée que dans la copie de l'élève de classe sociale favorisée. Évidemment, il y avait le même nombre d'erreurs puisque la copie, c'est nous qui l'avions rédigée. Donc, on voit que le simple fait d'utiliser un instrument sélectif, la note normative, nous amène, en tant qu'enseignant, en tant qu'évaluateur, à reproduire la société telle qu'elle existe, telle qu'on la connaît, avec des élèves de classe sociale défavorisée qui réussissent moins bien que les élèves de classe sociale favorisée, même si on est dans une étude expérimentale et que la réussite est parfaitement identique parce que le nombre d'erreurs est contrôlé. Donc la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'on exerce comme influence en tant qu'enseignant? Qu'on soit un filtre ou qu'on soit un mentor, hein, pour reprendre les catégories que j'ai utilisées tout à l'heure.
Eh bien, il faut se poser la question du type d'apprentissage qu'on peut induire chez les élèves. Il y a une distinction très intéressante qui a été faite il y a longtemps par Biggs, donc entre apprentissage de surface, est-ce qu'on apprend à réciter, à nommer les choses, à décrire, à mettre en place des algorithmes simples, ou est-ce qu'on apprend à analyser, à intégrer, à généraliser, à prédire, hein, donc un apprentissage qualitativement plus profond. Eh bien, on trouve la même chose dans les études sur l'influence sociale, en psychologie sociale. Est-ce qu'on exerce une influence manifeste? Est-ce que les personnes qu'on a en face font de la complaisance, ils imitent, ils adoptent ce qu'on leur a dit? Ou est-ce qu'il y a un processus latent qui se met en place dans lequel on fait attention à l'information, on la valide, on s'en approprie? Vous voyez le lien entre influence sociale et apprentissage, eh bien, on l'a utilisé dans un travail qu'on a publié il y a quelques années. Alors, n'essayez pas de lire, je vais agrandir tout ça, mais juste pour vous montrer que selon qu'on soit un filtre en tant qu'enseignant, ou un mentor, eh bien, on peut identifier des mécanismes différents au niveau des étudiants et des enseignants, des conséquences pour l'apprentissage qui sont différentes, et puis aussi des conséquences qui sont différentes au niveau de la justice éducationnelle. Je viens sur la première partie de ce tableau. Eh bien, si on est un filtre, hein, on est dans un espace sélectif, nous sommes un filtre, donc on est en train d'évaluer de façon normative, eh bien, au niveau de l'élève, on évalue, on induit ce qu'on a appelé dans plusieurs études une sorte de contrainte informationnelle. L'information qu'on véhicule est une contrainte, il faut apprendre ça. La motivation est une motivation contrôlée, c'est-à-dire une motivation extrinsèque. Les élèves, ils apprennent parce qu'il faut apprendre, parce que c'est l'enseignant qui l'a dit. Et donc, l'étude qu'on met en place est une étude superficielle. Parfois on apprend juste le soir avant l'examen ou le devoir en classe, et puis après on oublie. Si on est mentor, eh bien, on met en place plutôt une forme de dépendance informationnelle, c'est-à-dire que les élèves sont intéressés à ce qu'on est en train d'expliquer, de véhiculer. On met en place une motivation autonome. Les élèves sont sincèrement intéressés par ce qu'on est en train de véhiculer, parce que on le fait pour induire un progrès chez eux. C'est ça un mentor, c'est quelqu'un qui s'occupe du développement des élèves. Et donc les élèves se mettent à étudier en profondeur et c'est de l'apprentissage qui dure dans le temps. Voilà, en tant qu'enseignant, si on est un filtre, on est focalisé sur le mérite, sur la sélection. Et puis, si on est un mentor, on est focalisé sur l'égalité, sur le besoin. Hein, on peut aussi s'occuper d'élèves à besoins particuliers, parce que c'est sur le besoin qu'on est focalisé. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est de contrôler s'il y a eu apprentissage. L'évaluation formative, c'est bien ça. C'est à travers plusieurs itérations, d'évaluer s'il y a eu un progrès. Hein. Si on a un élève qui ne progresse pas, qui a eu 6 sur 6 du début à la fin de l'année, probablement on ne lui a rien enseigné, il n'a pas progressé, mais c'est un élève qu'on va considérer comme étant très méritant. Bien, ça c'est au niveau des mécanismes. Si on regarde aux conséquences, si on regarde les conséquences pour l'apprentissage, eh bien, lorsqu'on agit comme agent d'un système sélectif, donc en tant que filtre, on induit de l'imitation au niveau manifeste, immédiat, et puis au niveau différé,
on induit un désinvestissement socio-cognitif, c'est-à-dire que si les élèves étudient pour la note, eh bien, ils vont pas retenir ce qu'ils ont appris. Une fois que la note est donnée, une fois qu'ils ont passé leur examen, c'est fini, il n'y a pas besoin de retenir en mémoire. Si on agit en tant que mentor dans un système plutôt orienté vers la formation, l'imitation, parce qu'il y a toujours une première phase d'imitation, va ensuite donner lieu à une appropriation des savoirs. Parce que les élèves et les étudiants sont intéressés à progresser, à apprendre, à s'améliorer. Et puis, sur la base d'études comme celles que je vous ai montrées tout à l'heure, eh bien, il y a aussi des conséquences pour la justice éducative, parce que, vous l'avez vu, si on est focalisé sur les notes et on agit en tant que filtre, eh bien, on va reproduire les inégalités scolaires au court terme et au long terme. Et on va reproduire aussi la ségrégation scolaire, surtout lorsque la ségrégation commence très tôt, comme en Suisse, comme aux Pays-Bas, comme en Allemagne, comme dans d'autres pays. Si on agit en tant que mentor, ce qui est important, c'est l'égalité de traitement. Et donc, on va être focalisé davantage sur l'éducation pour toutes et tous. Donc, c'est une autre idéologie de l'éducation et donc un autre type de justice éducative qui est introduite au niveau de l'école. Et donc voilà, je termine en mettant ensemble tous les éléments que j'ai traités euh, jusqu'à maintenant pour vous proposer ce modèle que nous avons présenté dans l'article que je vous mets en note, dans lequel on voit que la fonction de sélection et de formation de l'école peut apparaître en des proportions avec une saillance différente dans des espaces éducatifs différents, et que ceci n'est pas anodin, parce que nous, les enseignantes et les enseignants, sommes des agents de ce système éducatif, et donc nous allons agir différemment, soit comme des mentors, soit comme des filtres. Et cette action comme mentor et comme filtre a des conséquences différentes au niveau de l'étude, au niveau de l'apprentissage et au niveau de l'égalité et des inégalités de traitement. Je vous remercie de votre attention et je me réjouis de la discussion. Merci beaucoup. Je vais